Corps, corps, corps à corps. Alors, je vous le disais tout à l'heure en introduction, l'Espagne brûle et nous, la France notamment, nous regardons ailleurs. Depuis plus d'une semaine, même une dizaine de jours, hein, des manifestations ont lieu tous les jours dans l'ensemble du pays, en particulier à Madrid, où une foule immense, avec des images incroyables à voir, hein, je vous en passerai tout à l'heure. Plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes défilent tous les jours, avec des raisons de la colère qui sont plus complexes que celles qu'on avait l'habitude d'entendre. Alors, au premier abord, on pense que ce sont les concessions du gouvernement de gauche actuel aux indépendantistes catalans, notamment cette question de l'amnistie de certains prisonniers politiques, qui peut avoir suscité la colère. Mais en fait, jour après jour, dans ces manifestations, on entend d'autres messages, d'autres revendications, et celle d'un ras-le-bol politique général, avec des messages patriotes très forts. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de ce qu'on peut voir dans ces manifestations des derniers jours. Écoutez, et on fera une traduction juste après. Alors voilà, vous avez entendu pour un passage, hein, c'était l'Espagne est chrétienne n'est pas musulmane. Et je crois avant, on entendait les socialistes dehors. Enfin, on va demander justement à nos experts de traduire tout ce qui a été dit, qui sont sûrement meilleurs en espagnol que moi. Alors, en tout cas, l'idée, c'est donc de comprendre ce qui se passe là-bas, quelles sont les revendications, et puis est-ce qu'on peut faire un parallèle, le comparer avec d'éventuelles manifestations qui ont eu lieu en France, comme celle des Gilets jaunes, par exemple. Pour en parler, nous sommes avec nos deux invités. Nicolas Klein, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes agrégé d'espagnol, ancien élève de l'ENS Lyon, professeur en classe préparatoire et auteur de ce livre Rupture de banc, l'Espagne face à la crise, aux éditions Perspectives Libres. Et puis, je tiens à le signaler, puisque c'est une très bonne revue, vous avez participé au dernier numéro de la revue Conflit qui aborde ce sujet de l'Espagne, justement. Et puis, nous sommes également avec Raphaël Emma. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes militant patriote dans l'organisation, vous allez me dire si je prononce bien, Ténésoun, c'est ça? C'est ça, c'est ça. De nationalité, vous êtes de nationalité franco-espagnole et vous intervenez en ce moment. On peut vous suivre d'ailleurs sur les réseaux. Vous publiez beaucoup de vidéos sur ce qui se passe en ce moment en Espagne. D'ailleurs, je crois qu'une des vidéos qu'on a diffusées venait de vous, il faut le dire. Écoutez, pour commencer, peut-être, quel message avons-nous entendu dans cette vidéo, Nicolas Klein? Alors, j'avoue que j'ai très mal entendu la vidéo, donc je suis pas sûr de pouvoir traduire parce que c'était Oui, très c'est un étouffé. peu étouffé. Je ne sais pas si Raphaël Lema, en tout cas vous qui êtes sur place et qui avez pris ces vidéos, quels sont les messages que l'on peut entendre, justement, quelles sont les revendications que l'on peut entendre dans les rues? Alors, comme Nicolas, sur cette vidéo en particulier, j'ai très mal entendu aussi, mais effectivement, on entend Espagne chrétienne, pas musulmane, et différentes revendications sur fond un peu de discours antisocialiste contre le gouvernement de Pedro Sanchez. D'accord. Alors, justement, ce qu'on voudrait comprendre, c'est que se passe-t-il en fait? Quelle a été d'abord, je l'ai dit, il y a sans doute cette question de concession du gouvernement aux indépendantistes catalans. Ça, c'était, on va dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais que se passe-t-il en ce moment en Espagne, Raphaël Aima? Alors, donc effectivement, on a eu le gouvernement Sanchez doit en fait négocier une investiture. Et pour négocier son investiture, en absence de majorité, il doit composer avec les indépendantistes catalans. Et pour pouvoir obtenir le vote des indépendantistes catalans, Pedro Sanchez a décidé de leur promettre à la fois l'amnistie, l'annulation de la dette de l'autonomie catalane et, ça plane dans l'air, une promesse de négociation autour d'un potentiel nouveau référendum sur l'indépendance. Hmm. Évidemment, c'est quelque chose qui a hérissé les poils de la droite espagnole, qui est immédiatement sorti dans la rue. Et depuis 11 jours consécutifs, vous avez des manifestations à Ferraz, qui est un beau quartier de Madrid où se trouve le local du Parti socialiste espagnol, et où l'on voit en fait justement toutes les composantes de la droite espagnole, c'est-à-dire un spectre très très large qui va
du PP jusqu'à la droite hors les murs, manifestaient, manifestaient donc devant ce local et essayaient d'accéder à ce local, chose que la police empêche. Alors, c'est intéressant, justement, vous avez cité le PP, c'est le Parti populaire hein, espagnol, et c'est aussi ce qui est intéressant, justement, dans ces manifestations qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont d'abord immenses et en plus récurrentes, et c'est en plus une population qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément manifester. Vous l'avez dit, il y a le Parti populaire, et puis il y a une droite plus identitaire, et c'est pas franchement les personnes qui manifestent le plus, et donc là, elles se retrouvent en plus dans ces manifestations. C'est aussi pour ça que je posais la question tout à l'heure, si on essaie de comparer avec la France, mais comparaison n'est pas raison, on se demande si c'est plutôt les gilets jaunes ou la manif pour tous, entre guillemets. Mais bon, évidemment, on ne peut pas reporter une population sur une autre. Mais il y a toutes ces questions-là qui se posent et qui sont particulièrement intéressantes pour voir ce qui se passe là-bas. Et puis, est-ce que c'est un phénomène finalement qui a lieu dans toute l'Europe? Vous l'avez dit, en tout cas, une révolte contre ce Premier ministre Pedro Sanchez qui fait des concessions et qui va être investi demain. Hein. Non, on est quel jour? Oui, c'est ça, c'est demain, jeudi. Non, Oui, après-demain. c'est ça. Et d'ailleurs, des manifestations sont d'ores et déjà convoquées devant le Congrès, qui est l'Assemblée espagnole, où doit se réaliser le vote de l'investiture. Manifestations qui promettent d'être assez musclées. Et à tel point que d'ailleurs, beaucoup de policiers ont commencé déjà à poser des arrêts maladie pour demain. Voilà. Oui. Oui, ah oui, ça c'est intéressant aussi. D'ailleurs, il y a aussi cette partie-là sur les policiers qui est intéressante et une forme de riposte policière très forte aujourd'hui à ces manifestations. Nicolas Klein, d'abord pour revenir sur les raisons de la colère, on va dire. Comment vous les interprétez de votre côté? Alors, je pense qu'effectivement, la cause directe, c'est le pacte passé entre les séparatistes catalans de Junts per Catalunya, donc la droite séparatiste catalane de Carles Puigdemont, l'ancien président régional catalan qui a fui en Belgique pour échapper à la justice espagnole. Et puis donc le Parti socialiste, pacte qui comprend notamment l'amnistie de l'ensemble des dirigeants et militants séparatistes entre 2012 et 2023. Alors quand on lit le texte du projet de loi, ou plus exactement, oui, du projet de loi, c'est ça, déposé par le gouvernement en fonction, le gouvernement par intérim auprès du Congrès des députés, on se rend compte qu'en fait cette amnistie a une conception chronologique très très large, puisque les actions qui auraient été menées au nom de l'indépendantisme catalan, les actions illégales qui auraient été menées au nom de l'indépendantisme catalan avant 2012, mais qui se seraient conclues après 2012, rentrent aussi dans le cadre de l'amnistie, et celles qui auraient commencé avant le 13 novembre 2023, mais qui se concluraient après, rentrent aussi dans le cadre de l'amnistie. En fait, c'est une espèce d'amnistie sans fin, hein, généralisée, qui équivaut ni plus ni moins à une impunité déguisée en réalité. Donc il y a cet aspect-là. Donc en fait, c'est plus le côté amnistie plus que le côté indépendance ou autonomie, ou c'est les deux qui posent problème? Alors en fait, je pense que, comment dire, l'Espagne de fait accorde une très large autonomie à ces régions. D'ailleurs, elle s'appelle communauté autonome, hein, c'est pas pour rien. La Catalogne est déjà une des régions espagnoles qui bénéficie de la plus forte autonomie. Oui, c'est bien de le rappeler pour des Français. On a tendance à considérer que tout fonctionne comme en France, avec des régions qui sont finalement très intégrées dans l'État français, alors que c'est pas du tout le même statut en Espagne. Non, non, absolument pas. Alors, toutes les régions espagnoles bénéficient du statut de communauté autonome, mais c'est un statut qui n'est pas à proprement parler fédéral, puisqu'en fait, il n'y a pas d'égalité entre les entités, entre les régions, au niveau de leurs compétences. Et la Catalogne, justement, est une des communautés autonomes avec le plus de compétences propres. Donc, ce n'est pas tellement l'autonomie qui pose problème en soi, c'est toute une chaîne d'événements qui remonte à avant 2012 déjà, parce que 2012, c'est le début véritablement de ce qu'on appelle le procès en Espagne, c'est-à-dire le processus séparatiste. Ça remonte avant 2012. Il y a un ras-le-bol de la population espagnole vis-à-vis des actions et des décisions des dirigeants catalans qui, depuis plusieurs décennies en réalité, préparent les événements actuels et ne respectent pas le pacte constitutionnel espagnol, ce qui est prévu dans la Constitution espagnole de 1978. Donc je pense que très profondément, en fait, on est face à un ras-le-bol d'une toute une partie de la population espagnole qui dit « ces gens-là n'ont pas respecté et ne respectent pas depuis longtemps la loi, la Constitution, et finalement, au bout d'un moment, pourquoi est-ce que seuls nous devrions respecter le pacte constitutionnel ?» C'est cette question qui se pose profondément aujourd'hui, je crois. Et sur quelle question ils n'ont pas respecté le pacte ?
Alors, premièrement, déjà, le processus séparatiste catalan lui-même, à la Mmh. déclaration d'indépendance du 1er octobre 2017, ça c'est une première chose, mais aussi toute une série de lois, de dispositions. Il faut bien comprendre que, par exemple, un exemple très important, très significatif, la majeure partie de la population catalane est hispanophone de naissance. On estime à 55% à peu près les Catalans qui sont hispanophones de naissance, qui pratiquent l'espagnol dans leur famille au Mmh quotidien. mh. Ces gens-là, dans l'enseignement public catalan, ne peuvent pas recevoir, dans la plupart des cas, de cours en espagnol. Parce Ouais. qu'en fait, on leur impose uniquement des cours en catalan, ce qui est très problématique. Alors, à plusieurs égards. D'abord pour le suivi des cours, pour le niveau, pour la réussite des élèves. Mais en plus, quand les élèves ou leurs parents demandent à ce qu'on respecte la loi qui prévoit au moins 25% de cours en espagnol, eh bien, non seulement on ne leur donne pas, on ne respecte pas la loi, mais en plus, on va se mettre à harceler l'élève et les parents en question. Parce que l'éducation est une courroie de transmission en Catalogne des discours séparatistes Mmh. qui estiment que tout doit être en catalan et que l'espagnol ne doit avoir aucune place. Ouais. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres Mmh. qui montre qu'en fait, il y a une violation systématique de la loi et au-delà de la loi, simplement des droits individuels des habitants de Catalogne. Et donc là, voilà, vraiment, j'insiste sur le fait que ça n'est qu'un exemple, mais qui est très médiatisé en Espagne parce qu'il a beaucoup d'implications, parce qu'il traduit beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Et tout ça, finalement, de façon accumulée, crée cette espèce de ras-le-bol généralisé. Et ça s'ajoute au fait que les Espagnols, et en particulier les non-indépendantistes de Catalogne, ont le sentiment d'être complètement abandonnés par le pouvoir central, qui ne lutte pas, qui ne fait rien, en fait, contre le séparatisme catalan. D'accord. Ça, c'est un des points, donc, on a compris. Raphaël Aima, à ce sujet, vous voulez rajouter quelque chose justement sur ce process, on va dire, d'autonomie de la Catalogne et le fait que depuis le début, ils ne respectent pas finalement le pacte, je ne sais plus comment vous l'aviez appelé, Pacte constitutionnel. Ouais. constitutionnel, oui. Mm. En fait, je crois que ce qui est très, très, très intéressant à voir, c'est que au-delà de la seule question de l'amnistie, la seule question, de l'opposition aux indépendantistes catalans, en fait, les manifestations vont servir de support, pour juxtaposer l'ensemble des colères qui se sont accumulées contre le gouvernement socialiste depuis qu'il est rentré en fonction en 2019. Là, on est déjà au 3e, gouvernement, de président Sánchez. Enfin, c'est le 3e qui devrait être, investi. Et d'ailleurs, je crois que ça explique beaucoup la forme et les slogans que l'on peut attendre dans les manifestations, qui vont peut-être sortir parfois de la seule question de l'amnistie. On a entendu tout à l'heure Espagne chrétienne, pas musulmane, là on est sur un plan beaucoup plus identitaire. Ah oui. Euh, et c'est très intéressant, et c'est pour ça qu'on parlait de comparer ça avec des mouvements français. Sociologiquement, ça n'a pas grand-chose à voir avec les Gilets jaunes. Je pense que ça se rapprocherait beaucoup plus d'une configuration comme celle de la Manif pour tous. Mhm. Alors, mais justement, ce qui est intéressant, si on revient sur les Gilets jaunes, par exemple, c'est que on est parti d'une revendication qui était celle du prix de l'essence, etc. Et qui, en fait, on s'est rendu compte que derrière, il y avait beaucoup plus. Il y avait un fond de colère, tout simplement un ras-le-bol, en fait, sur beaucoup de choses. Un abandon, on va dire, d'une certaine classe française depuis en tout cas, un sentiment d'abandon depuis de longues années. Et c'est là-dessus où on pourrait faire un parallèle avec ce qui se passe en Espagne, puisque, comme vous l'avez bien expliqué, il y a des raisons concrètes, on va dire, et actuelles de colère. Et puis derrière, viennent se greffer d'autres choses. En effet, dans la manifestation, on entend aussi des frontières, des policiers aux frontières, donc l'identité de l'Espagne chrétienne. Enfin, voilà, beaucoup de choses qui n'ont pas franchement à voir avec le processus d'autonomie de la Catalogne. Et pourquoi plutôt la manif pour tous? Alors, c'est justement pour ce côté identitaire? Premièrement, parce qu'il y a je trouve qu'il y a une similitude sociologique Sociologique, ouais. entre Donc les deux plutôt une manifestations. bourgeoisie, une forme de bourgeoisie? C'est ça, en fait, ce qui manifeste et ce qui explique aussi que les manifestations sont particulièrement fortes à Madrid, c'est que c'est une sociologie assez catholique, urbaine, qui est très typique de l'Espagne de droite. C'est la seconde Espagne qui sert d'abord de socle aux manifestations. Ensuite, s'agglomèrent des gens qui viennent d'autres horizons. Mais moi, Hmm. je trouve que la comparaison avec la Manif pour tous peut aussi être pertinente, en ce sens où la Manif pour tous, quand elle arrive sous François Hollande, elle commence d'abord par être évidemment une revendication contre le mariage pour tous, mais va s'étendre plus largement à une critique du gouvernement Hollande. En ce moment, je crois que les similitudes avec les Gilets jaunes sont assez,
assez lointaine. Vraiment, on est quelque chose de beaucoup plus urbain, beaucoup plus catholique. On a vu que il y avait des rosaires qui étaient priés. Oui, oui, tout à fait. Dans- On voit des images où il y a même des croix qui sont brandies devant les policiers. D'ailleurs, mais peut-être, pardon, je reviens encore aux Gilets jaunes, mais parce que on voit aussi qu'il y a une violence policière importante, en tout cas qui est dénoncée là-bas. Et justement, on voit ces images très fortes hein, avec des personnes qui mettent des croix devant les policiers, qui tentent des croix devant les policiers. Et je vous propose d'écouter et de voir d'ailleurs, parce qu'on a aussi une image de ces, encore une fois, de ces manifestants. Et cette fois-ci, justement, qui disent il est 10h, il est l'heure de nous gazer. Voilà comment annonce directement la couleur les manifestants sur cette, entre guillemets, violence qui viendrait de la police. Regardez ça. Bon voilà, donc vous avez compris. Donc là, ce qui est intéressant, c'est aussi cette réaction policière. Vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, beaucoup de policiers se sont mis en arrêt pour jeudi à l'avance. Alors qu'est-ce qui se passe visiblement avec la police et la population? Alors, en plus, ça explique la prise en masse des manifestations. C'est-à-dire que mardi soir, donc mardi soir précédent, vous avez eu une répression policière qui a choqué un peuple de droite espagnol qui n'était justement pas habitué à la répression policière et qui était même plutôt Pro-police, un ouais. soutien traditionnel de la police. Mm. On retrouve encore quelque chose un peu proche de la manif pour tous. Mais ça a choqué et en fait, au lieu de décourager les manifestants, ça a fait grossir les manifestations dans les jours qui ont suivi. Et d'ailleurs, ça a fait apparaître les premières violences, les premières scènes d'émeutes qu'on a vues. Hein. C'est-à-dire, moi j'étais dans les manifestations hier soir et avant-hier soir. Le schéma classique des manifestations, c'est que au départ, on a des personnes âgées, un cortège assez hétérogène vers 8h. Plus on avance vers 10h, à 10h, la police a l'instruction de vider la place où manifestent les opposants à Sanchez. Et à partir de 10h, on commence à voir les premiers ultras qui se mettent en tête de cortège, les premiers lancers de gaz lacrymogènes, les premiers jets de bouteilles ou de projectiles du côté des manifestants. Et à partir de 10h, ça se tend beaucoup plus, même d'ailleurs dans les slogans, puisque les slogans passent au fil de la soirée. D'abord de slogans plutôt favorables à la police, avec des police rejoins-nous, police défend ta nation, des Mm. choses assez sympathiques. Et petit à petit, on commence à entendre des policiers, tu ne mérites pas ce drapeau, policiers, honte de l'Espagne, Mm. pas mal de slogans assez agressifs, et voire même ça c'est allé jusqu'à des affrontements avec la police. Mm. Et en discutant avec des manifestants, beaucoup me disaient que ces manifestants qui avaient énormément soutenu la police, notamment lors des manifestations de 2017 en Catalogne, où l'extrême gauche avait été particulièrement véhémente contre la police espagnole, sont profondément choqués et déçus de voir les méthodes de la police espagnole. Mm. Et d'ailleurs, l'apparition de ces arrêts maladie pourrait s'expliquer parce que la police espagnole est un corps qui est assez à droite, qui est relativement encore empreint de l'héritage franquiste. Ça pourrait d'ailleurs s'expliquer par une volonté de ne pas aller taper Ne dans le pas gars. affronter en fait cette population avec laquelle ils ne veulent pas forcément, ils ont peut-être des instructions, mais avec laquelle ils ne veulent pas forcément rentrer en choc en fait. Ce sont des questions qui ont été soulevées d'ailleurs pendant peut-être moins la manif pour tous, mais pour le coup pendant les gilets jaunes, on a vu aussi des pompiers, on a vu des policiers enlever leurs armures, enfin leur protection et tout ça, et les poser au sol pour montrer à la population qu'ils les soutenaient. Alors à ce sujet, Nicolas Klein, justement sur la sociologie aussi de ces manifestants, vous êtes d'accord avec cette analyse? On est plutôt sur une manifestation bourgeoise, on va dire, et identitaire? Alors, je pense qu'on a effectivement deux grands éléments dans les manifestations en termes sociologiques. On a effectivement des représentants d'une droite plus classique, voilà, effectivement, de bourgeoisie urbaine, hein, comme ce qui a été dit. Mm. Un électorat assez typique du Parti populaire, notamment du Parti populaire madrilène. Il faut savoir que le Parti populaire madrilène, par rapport au Parti populaire national, a encore ses spécificités. Hein. C'est un parti populaire très libéral.
et effectivement soutenu, on va dire, par une bourgeoisie, mais au sens très large, hein. C'est pas uniquement la haute bourgeoisie, c'est même la moyenne ou la petite bourgeoisie. Et puis on a des éléments effectivement plus ultra radicaux, je ne sais pas comment il faut le dire. Ces 2 composantes ne se mêlent pas forcément d'ailleurs, Mmh. et beaucoup de gens qui, appellent à manifester massivement estiment qu'il faut manifester pacifiquement et éviter les débordements. Donc il y a aussi, hein, des dissensions, sur les méthodes à adopter. Mmh. Je crois que pour revenir sur le sujet de la police, ce qui a beaucoup choqué aussi, c'est que par exemple lors des dernières grandes émeutes urbaines de séparatistes en Catalogne, à Barcelone, à la fin de l'année 2019, hem la violence vis-à-vis des forces de l'ordre, de la part des séparatistes catalans, avait été très importante, beaucoup plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui à Madrid, et la police avait expressément reçu l'ordre d'intervenir le moins possible, de reculer et de ne, pas riposter. Mmh. Et aujourd'hui, on voit qu'elle n'a pas reçu ces ordres-là du tout, pour une simple raison, c'est qu'en fait, effectivement, le pouvoir actuel veut se protéger, il veut se protéger par tous les moyens, et je crois que c'est ce qui choque aussi beaucoup les manifestants, au-delà du simple fait de la violence de la police qui est déjà quelque chose en soi, hein. Oui, bien sûr. C'est le fait qu'on a un décalage, une absence de proportion dans la réaction de la police dans 2 manifestations, heu, différentes dans leurs revendications et leurs moyens, et beaucoup de gens se disent: «Bah, finalement, on protège davantage les séparatistes catalans, Mmh. ceux qui veulent mettre à bas, le système actuel en Espagne, ceux qui veulent détruire l'Espagne également», Oui, puisqu'en plus, il y a et cette impression d'impunité avec voilà, l'amnistie. et effectivement, et en revanche, ceux qui manifestent pour l'Espagne, eh ben, se retrouvent, effectivement, gazés, matraqués, voilà. Oui, c'est vrai que ça peut paraître une aversion des valeurs. On peut comprendre la colère de certains. Alors, c'est intéressant cette question de la police. Je voulais vous demander justement, vous parliez des ultras et de deux formes de population qui ne se mélangeaient pas pendant ces manifestations. Encore une fois, j'essaye de revenir un peu sur le schéma français, à tort certainement, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout comparer. Mais est-ce que vous pourriez parler, par exemple, de l'image de ces Black Blocs qui arrivaient aussi dans les manifestations des Gilets jaunes? Est-ce que c'est ce genre d'ultra ou vous parlez de quels ultras? Alors, je suis pas sûr qu'on puisse faire la comparaison, je suis pas un spécialiste des Black Blocs, je suis pas sûr qu'on puisse faire la comparaison. Bon, d'abord, l'idéologie est évidemment très différente dans les 2 cas. J'ai le sentiment aussi, mais ça, peut-être que Raphaël pourra le confirmer, mieux que moi. J'ai le sentiment aussi qu'il y a une moindre organisation de la part des, plus radicaux dans les manifestations espagnoles par rapport aux Black Blocs. Et il ne me semble pas que, l'objectif des manifestants plus radicaux en Espagne à l'heure actuelle soit la destruction ou, comment dire? Il y a pas un rejet, on va dire, du système en bloc. Il y a des éléments qui, leur déplaisent profondément. Hmm. Il y a des éléments qui le combattent, mais je ne crois pas qu'il y ait un rejet aussi massif du système Oui, que, dans le cas des Black Blocs. Mais après d'accord. ça, voilà, je ne Oui, suis pas oui, d'accord. spécialiste des Black Blocs. Non, 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 mais c'était. Alors, Mmh. bon, voilà, on a en tout cas, on a dressé un peu le paysage, on va dire, de ce qui se passe en ce moment. On a planté la caméra. Maintenant, si on fait un petit peu d'analyse, vers quoi tout ça va nous diriger? Alors, on a en effet ce vote de confiance qui est prévu jeudi prochain. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ces manifestations vont avoir un poids ou pas? Et puis, si on prend encore un peu de recul et qu'on regarde un peu plus loin, qu'est-ce que ça va donner dans l'absolu pour l'Espagne et même comme signal à envoyer pour l'Europe, puisqu'on sait que de plus en plus, et partout en Europe, on a des partis justement identitaires de droite qui montent en puissance, puisque justement une forte colère contre les gouvernements en place. Alors d'abord pour jeudi, est-ce que ça peut faire changer les choses ou pas, Raphaël Lema? Bon, alors sans verser dans trop de perspectives, Oui, la session de jeudi, bon, ça dépendra de son ampleur, ça dépendra de son intensité, ça dépendra évidemment du succès des manifestants à avoir gain de cause, peut-être parce que le projet de la manifestation, c'est quand même de rentrer dans le Congrès, hein. C'est le projet assumé. Après, moi, je pense que ça va surtout lancer l'Espagne dans une profonde réflexion sur sa droite. La droite espagnole va s'interroger parce que on évoquait la question donc, des radicaux, de Vox et du PP. oui. En fait, on a
le PP qui refuse absolument de manifester devant le local du Parti socialiste espagnol, hein. Le PP a appelé à des manifestations, mais dans d'autres endroits. Nous avons Vox qui refuse plus ou moins de condamner les violences, ce qui lui est d'ailleurs très très reproché. Euh, donc je crois que la droite espagnole est en train de se diviser entre son centre-droit, plus libéral, plus européiste, et Vox qui incarne une droite nationale plus traditionnelle. D'ailleurs, il y a une image hier qui est assez éloquente, qui a montré un manifestant venir s'agglomérer avec un drapeau du PP à la manifestation d'hier soir, et qui s'est fait voler son drapeau par les manifestants et qui s'est fait même expulser de la manifestation. Ouais. Donc finalement, une division, on aurait pu croire que ce serait l'inverse, une forme d'union des droites populaires. D'ailleurs, si on revient encore à une analyse française justement du bloc populaire et de l'identitaire de droite, ce qui est le rêve de pas mal de politiques ici en France, on aurait pu croire à cette union puisqu'on peut entendre ces injonctions dans les manifestations, et vous dites finalement non, c'est l'inverse, là, il y a une division encore plus qu'avant. Il y a une division qui s'accentue particulièrement avec les derniers événements, puisque en fait beaucoup d'électeurs de Vox, beaucoup de sympathisants de Vox reprochent au PP d'avoir participé activement au système bipartite espagnol qui a duré pendant très longtemps après la transition démocratique, et pensent que le PP a une tout aussi grande implication en fait dans les événements catalans. Ah oui, d'accord. Ok, Nicolas Klein, à ce sujet, vous vouliez rajouter quelque chose, justement, cette union impossible, finalement, on voit qu'on est dans les mêmes constats qu'en France, entre une bourgeoisie identitaire et un bloc populaire, enfin plus populaire. Alors, je pense que la différence fondamentale avec la France, quand même, c'est qu'il existe des alliances parlementaires, électorales entre le Parti populaire et Vox dans des municipalités importantes, dans des régions importantes. En réalité, la plupart du temps, quand l'arithmétique électorale, l'arithmétique parlementaire le permet, Parti populaire et Vox s'unissent. D'ailleurs, c'est très reproché aussi au Parti populaire. Alors, bien comprendre que le spectre politique espagnol, on va dire le centre de gravité de l'idéologie en Espagne est un peu plus à gauche qu'en France. Donc, en fait, on est très vite classé à droite, voire à l'extrême droite en Espagne, plus encore qu'en France. Donc, déjà, avant l'existence de Vox, beaucoup de gens disaient que le Parti populaire était quasiment un parti fasciste. Ouais. Mais l'alliance avec Vox, dans un grand nombre de municipalités et de communautés autonomes espagnoles, renforce cette idée. En réalité, ça fait des mois, des années que le Parti populaire et Vox jouent au chat et à la souris en termes d'alliance populaire. Un coup je t'aime, un coup je ne t'aime plus, un coup on s'allie, un coup on ne s'allie plus, un coup on est d'accord, un coup on n'est plus d'accord, avec en plus des profondes différences, des profondes divergences au sein des dirigeants du Parti populaire sur la ligne à adopter vis-à-vis de Vox. Il y a des dirigeants, au premier rang desquels le président du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, qui est aujourd'hui le chef de l'opposition au niveau national, qui lui n'est pas forcément très à l'aise avec Vox parce qu'il incarne une ligne plus centriste du Parti populaire. Mais vous avez des figures comme la présidente régionale madrilène, Isabel Díaz Ayuso, qui, elle, est beaucoup plus proche de Vox. Donc, en fait, on a aussi des divisions très fortes à ce sujet-là. Et je crois que très majoritairement, l'électorat du Parti populaire ne voit pas d'un mauvais œil les alliances avec Vox, en réalité, parce qu'il comprend très bien aussi que mathématiquement, c'est aujourd'hui le seul moyen pour la droite de conserver ou de conquérir le pouvoir. Si la droite en Espagne veut reconquérir le pouvoir au niveau national, mathématiquement, elle n'aura pas d'autre choix que de s'allier avec Vox. C'est une certitude. Il n'y aura pas de grande coalition en Espagne, en tout cas pas dans les conditions actuelles. C'est quelque chose qui est impensable. La gauche en veut encore moins que la droite. Et donc, il n'y aura pas d'autre choix. D'ailleurs, il faut bien comprendre que beaucoup d'électeurs de gauche disent on préfère tout céder aux séparatistes catalans, on préfère remettre en cause les institutions espagnoles et la Constitution plutôt que de voir la droite arriver au pouvoir. C'est assumé tel quel. Ah oui. Hein, c'est l'idée que en fait, il faut à tout prix éviter une alternance et qu'on l'évitera comme ça. Mais ce qui est vrai, hein, d'un point de vue purement arithmétique, le Parti populaire n'a pas d'autre choix que de s'appuyer sur Vox pour retrouver le pouvoir. Donc je crois que ces questions de division, réunion sont complexes. On va voir comment ça évolue, hein, avec les manifestations. Effectivement, il y a aussi des tensions, ça existe.
On va voir comment ça évolue. Mais de toute façon, le Parti populaire et Vox n'auront guère d'autre choix sur le plan purement institutionnel. D'accord, ça c'est un point. Donc on voit côté populaire, côté droite, et côté justement gouvernement, est-il en attendant, comment réagit-il? Est-il inquiété certainement, mais comment va-t-il éventuellement appréhender les choses pour la suite? Alors, le gouvernement, oui, est inquiet. Alors, la communication du gouvernement et de tous les médias proches du gouvernement, c'est de dire qu'en fait, ce sont des manifestations néofascistes, que les manifestants n'acceptent pas les résultats Classique. électoraux, qu'ils sont mauvais perdants, Ouais. qu'ils menacent la démocratie. Alors, ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'on peut ne pas être d'accord avec certaines formes de manifestations actuelles. On peut condamner les violences, mais en Mm, même temps, on ne peut pas oublier que la gauche a fait exactement la même chose, voire pire, il y a plusieurs années. mm, En 2016, quand Mariano Rajoy du Parti populaire a été réélu président du gouvernement, en octobre 2016, il y a eu une opération qui s'est appelée Rodea el Congreso, entoure le Congrès des députés, donc il y a la chambre basse du Parlement espagnol. Et dans cette opération, en fait, la gauche radicale a effectivement entouré le Congrès des députés. Et quand les députés sont sortis, notamment les députés de droite et du centre qui avaient réinvesti Mariano Rajoy, les manifestants leur ont jeté des objets à la figure, les ont menacés, etc. Donc, si vous voulez, on en revient toujours au même point, c'est-à-dire que on peut ne pas cautionner certaines formes de radicalité ou de violence aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'on n'est pas légitime à le faire si on a cautionné la radicalité ou la violence ouais. précédente. De même, on peut ne pas cautionner la remise en cause des institutions espagnoles aujourd'hui, mais on n'est pas très légitime à le faire si on l'a questionné soi-même, par exemple par le biais du séparatisme catalan. Et c'est ce deux poids, deux mesures, je crois aussi, qui a créé un sentiment de ras-le-bol très profond au sein d'une large partie de la société espagnole. Le fait que tout soit permis à certains et rien à d'autres. Ouais. Oui, évidemment, et ça pose la même question. Là, vous disiez tout de suite, on va sur l'antidémocrate, le fasciste, etc. Je suis pas sûre qu'on avait les mêmes accusations pour la gauche qui manifestait. Et ça, évidemment, on peut se poser la même question d'ailleurs en France. Alors, Raphaël Emma, je vous pose la même question concernant finalement le côté gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'ils vont réagir, surréagir, s'organiser autrement peut-être par rapport à ces manifestations? Première chose. Et puis ensuite, portons un regard sur l'Europe et sur la France. Est-ce que ça va intéresser certains mouvements de droite et populaires ailleurs? Est-ce que c'est aussi un symbole peut-être, ou plutôt un symptôme de quelque chose qui se passe en ce moment sur toute l'Europe? Ce sera ma dernière question. Mais d'abord sur le gouvernement, Raphaël Emma, sur le gouvernement espagnol et justement, est-ce que ça va changer les choses pour jeudi, donc le jour de l'intronisation du Premier ministre Pedro Sanchez? Évidemment, comme l'a très bien dit Nicolas, les ambiguïtés du gouvernement, le traitement, le traitement inégal entre, par exemple, les manifestations catalanes et les manifestations actuelles de la droite espagnole vont amener le gouvernement, je crois, à être, même s'il était investi, à une véritable crise de légitimité qui va ne faire qu'accentuer les polarisations déjà existantes dans la société espagnole. La perception que l'on peut avoir depuis la France, depuis l'Europe de ces manifestations. Alors, on regarde ça, on a le courage de la droite espagnole à sortir dans la rue. C'est des images qui sont même très positives. On est content de voir un peuple, surtout des jeunes, dans les manifestations, se battre pour son identité, Mm, être mm, fier de lui-même. mm. Donc, à ce niveau-là, c'est évidemment très inspirant. Moi, je trouve qu'il y a eu un traitement médiatique de la question des manifestations en Espagne qui a été très, très inégal. On a entendu relativement longtemps que des médias de droite s'y intéressent. La presse mainstream n'en parle même pas. Oui, oui, c'est Euh, vrai. on, a, on a vu hier dans la manifestation de Ferraz, Tucker Carlson, un soutien de Donald Trump, présentateur de la Oui, fonte, oui. justement dire ce n'est pas assez médiatisé, il faut que le monde en parle, c'est pour ça que je suis là. Donc il y a évidemment quelque chose de très intéressant. Ensuite, je crois que l'Espagne a des Et pourquoi, caractéristiques alors, pardon, sociologiques. arrêtons-nous une seconde. Pourquoi c'est pas assez médiatisé? Pourquoi ce n'est pas médiatisé, peut-être volontairement, à votre avis? Je Qu'est-ce que pense ça. Oui, ça doit gêner. il y a un côté de gêne et il y a un côté où c'est très difficile en fait de médiatiser pour diaboliser les manifestations où on voit clairement qu'il y a un cortège qui est assez hétérogène socialement, où on voit des personnes âgées qui ont été poussées, frappées par la police, où on voit des jeunes qui sont des primo-manifestants aussi en avant des cortèges. Donc c'est très difficile à diaboliser. Donc
ça correspond pas vraiment au narratif actuel Ah oui. de la et à l'agenda commun aujourd'hui. Mmh, d'accord. Donc, manifestation peu médiatisée et vous disiez sur le gouvernement espagnol, quelles seront les réactions? Je pense qu'il va vraiment traverser une crise de légitimité et qu'il va devoir, et ça va être compliqué, gouverner une Espagne qui est divisée contre elle-même. Parce que les cicatrices que laisseront ces manifestations, le souvenir que laisseront ces manifestations ne va pas s'effacer. Il faut comprendre qu'on est déjà dans une Espagne qui est extrêmement polarisée pour des raisons sociologiques, comme on en parlait tout à l'heure, mais pour des raisons culturelles aussi, hein. On a une Espagne conservatrice, catholique, qui cohabite avec une Espagne extrêmement progressiste, bien plus presque bien plus progressiste que ne le sont nos progressistes ici. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui va être assez intéressant et qui va même, je dirais même, va mener à une bataille culturelle chez la jeunesse espagnole qui va devoir choisir entre deux modèles de société. Ouais. Alors, je rappelle parce qu'on a beaucoup de commentaires sur le fait que finalement, mais pourquoi empêcher les indépendantistes catalans? Pourquoi empêcher plus d'autonomie ici? C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes, et d'ailleurs, nous-mêmes, nous avons donné la parole à quelqu'un qui considère qu'il a monté le gouvernement de Savoie. Donc, ça nous intéresse de donner plus d'identité aux régions, évidemment, mais encore rappeler, et peut-être rappelons-le encore ici dans cette table ronde ensemble, à quel point le régime espagnol est différent. Il est déjà extrêmement, enfin, on disait, le fédéralisme n'est pas le terme, mais il donne déjà Décentralisé, énormément oui. décentralisé, voilà exactement, d'autonomie à chaque région, et que voilà, on peut absolument pas comparer le système français avec le système espagnol à ce niveau-là. Et autre chose qui est intéressant de souligner, peut-être redire un mot là-dessus, c'est que ces indépendantistes catalans finalement sont pour un système intégré dans l'Europe de Bruxelles. Tiens, c'est quand même intéressant aussi peut-être à souligner. Donc finalement, ce serait, vous savez, la volonté espagnole, la volonté bruxelloise de faire ces grands landers allemands là, qui finalement détruisent la nation, mais donnent de la place à des grandes régions. Eh bien, ça pourrait correspondre à la volonté de ces indépendantistes catalans. Et c'est peut-être aussi un mot à dire là-dessus, Nicolas Klein. Alors, il y a de toute façon, oui, un très fort européisme des indépendantistes catalans, quoi qu'ils aient pu en dire par moments quand ils ont subi quelques rebuffades de la part de Bruxelles. Il ne faut pas oublier que Carles Puigdemont, donc, avec qui Pedro Sánchez a négocié par personne interposée, d'abord vit en Belgique, c'est intéressant, il vit à Waterloo, ça ne s'invente pas, et il est député européen. Oui, C'est extrêmement intéressant. Il s'est oui. fait élire député européen. Il se sert des institutions européennes pour se donner une médiatisation. S'il a choisi la Belgique, alors il y a d'autres raisons. D'abord parce que la Belgique a, je crois, un vrai problème avec l'extradition d'un grand nombre de personnes vers d'autres pays. On a fait les frais pardon, en France récemment, mais c'est très loin de remonter aux dernières années. Et je crois Mm. aussi qu'il veut profiter de la concentration institutionnelle, politique et médiatique qui existe en Belgique autour des institutions européennes pour avoir une formidable caisse de résonance. Bah oui. C'est une stratégie aussi mûrement réfléchie de sa part. Oui, mais donc finalement, on irait sur quand même ce schéma poussé également par l'Europe de Bruxelles de grandes régions indépendantes, mais de disparition des nations. Et là, on arrive en effet à ces manifestations et à des gens qui appellent, on entend dans les mots qui sont dits dans ces manifestations, euh, pour l'Espagne, pour l'identité de l'Espagne, etc., protégeons nos frontières. Donc c'est peut-être finalement ça aussi qui est intéressant. On est dans un combat, on a l'impression, avec seulement concentré sur la Catalogne, mais non, en fait, c'est peut-être vraiment l'identité de l'Espagne face aussi à un bouleversement mondial et européiste. Peut-être Raphaël Lema à ce sujet, oui. Ou vous, Nicolas Klein, comme vous voulez. Et c'est intéressant en plus de comparer un petit peu les deux capitales, hein. C'est-à-dire que Madrid est une ville qui va traditionnellement être envisagée comme catholique, plus conservatrice, là où Barcelone est une ville un peu bohème, qui est connue pour ses arts, notamment aussi, Madrid est une capitale relativement épargnée par l'immigration. Barcelone est une terre d'immigration qui se vit comme cosmopolite. Donc c'est intéressant, il y a des projets de société qui sont différents, des aspirations qui sont différentes. Quand les indépendantistes catalans parlent d'indépendance, ils envisagent, comme vous l'avez dit, dans le cadre de l'Union européenne, mais aussi dans le cadre d'une république libérale qui romprait avec les traditions de la monarchie espagnole. Hmm. Donc, fondamentalement, oui, on a des aspirations
qui sont foncièrement différentes et qui sont aussi un reflet de la société espagnole. Ouais, ouais, très intéressant. Et alors enfin, le dernier mot où je voulais en venir, c'est donc en effet ce qui se passe au niveau européen. On a vu ce réveil, entre guillemets, d'une identité espagnole, d'un peuple qui réclame une identité, presque une nation espagnole. Euh, on peut l'avoir vu également se réveiller de plus en plus en France. Et puis on voit bien qu'il y a plein d'autres pays où il y a ce réveil national finalement face à des gouvernements socialistes ou progressistes. Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment dans une forme de temps du réveil? Question que je pose à vous deux, mais d'abord à vous, Nicolas Klein. On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est qu'en Espagne, il y a eu des évolutions idéologiques très marquées à la faveur de la crise économique de 2008, à la faveur des deux gouvernements socialistes de la période, celui de José Luis Rodríguez Zapatero jusqu'en 2011, celui de Pedro Sánchez maintenant, à la faveur de la remise en cause de l'unité nationale. Je pense qu'on a des évolutions idéologiques à droite. Et il me semble que là aussi, c'est une droite, même celle qui manifeste aujourd'hui, hein, c'est une droite extrêmement composite, avec, on va dire, des mots d'ordre commun, hein, sur effectivement la défense de l'unité nationale, la revendication d'une fierté espagnole non nécessairement excluante d'ailleurs, hein, je veux dire, parce que quand on dit ça, Mhm. ça fait tout de suite forcément xénophobe, mais c'est pas nécessairement le cas. Oui. Et on a même sociologiquement, je connais plus ou moins des personnes qui participent à ces manifestations, qui sont de droite traditionnellement. On a des gens extrêmement divers. On a des gens, par exemple, hein, qui se revendiquent clairement sur ces axes-là et qui, en même temps, par exemple, ne cachent pas du tout leur homosexualité et considèrent que le mariage homosexuel est une bonne chose. Donc, et c'est extrêmement divers. Mais je Oui. crois que pour moi, ce qui fait le liant dans tout ça, d'abord, c'est la volonté de conserver la démocratie. Il y a beaucoup Mm. de gens qui ont peur de perdre la démocratie et de se retrouver, qui estiment qu'ils sont dans une dictature de facto, dans une dissolution de la démocratie, Mm. dans une forme alors pas de république, mais de monarchie bananière, hein. Mm. Et aussi la volonté de conserver la nation et le fait qu'ils soient fiers de l'Espagne. Je crois que vraiment ça fait le lien entre tous ces gens. Alors ensuite, il y a des divergences Mm. effectivement entre ces gens, hein, mais je crois qu'il y a ce lien-là qui existe. Et il me semble que ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce que j'appellerais moi une identité ouverte. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très fiers de ce qu'ils sont, mais qui ne sont pas en rejet de l'autre pour autant. Oui, mais ça existe, hein. Oui, 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 non, mais bien sûr, mais ce que Ouais. je veux dire par là, c'est que, bah, à mon avis, il faut bien le préciser, parce que justement, c'est trop caricaturé Bah en oui, disant, évidemment. Mm. voilà, tous Mm. des néofascistes et Mm. tous Mm. des xénophobes. Oui. Il y a évidemment de tout, mais la majeure partie des gens ne sont pas du tout dans ce portrait-là. Ouais, mais ok. Merci beaucoup, Nicolas Klein. Vous voulez un dernier mot de la fin, Raphaël Emma, à ce sujet? Oui, bien sûr. Alors, si on peut pas verser dans une perspective trop grande en disant que ces manifestations sont le début d'un réveil identitaire, d'un réveil national en Europe, on peut quand même les saluer, les observer avec beaucoup de sympathie. Moi, je crois que c'est quand même très original de voir qu'il y a des grands mouvements sociaux de droite aujourd'hui en Europe occidentale qui sont capables de faire sortir un peuple hétérogène socialement dans la rue, surtout beaucoup de jeunes. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu dans les cortèges Mm. et qui bêtement donne du baume au cœur, c'est de voir la jeunesse en première ligne, et d'ailleurs, Ouais. voir même la jeunesse rester longtemps dans les manifestations avec le soutien des personnes plus âgées derrière. Mm. C'est vraiment plaisant, et on ne peut que souhaiter des manifestations de ce genre-là en France. Évidemment, les modalités se feront de manière différente selon les pays. Là, on voit que c'est à la faveur d'une conjoncture qui est particulière, mais s'il y a, je crois, un enseignement politique qu'on pourrait tirer de ces manifestations, c'est qu'on peut partir d'une base conjoncturelle, comme l'amnistie des prisonniers politiques catalans, pour mettre ensuite des mots d'ordre plus larges, plus représentatifs d'ensemble de logiciels politiques en son sein. Mm. Et je crois que quand on voit les Espagnols aujourd'hui manifester pour une Espagne chrétienne, pas musulmane, ou en réclamant que les policiers qui sont en train de s'opposer à eux aillent plutôt surveiller les frontières, c'est quelque chose qui est un très bon signal pour un peuple qu'on croyait
relativement sorti de l'histoire. Oui, c'est une bonne conclusion, Raphaël Aima. Merci beaucoup à vous deux pour cette analyse de ce qui se passe. Et vous l'avez dit, trop peu commenté justement en France dans les grands médias. Voilà pourquoi nous aussi, on s'y attache justement à commenter. C'est aussi le rôle de Toxin. On parle des sujets dont les autres ne parlent pas, font le choix de ne pas parler, mettre sous le tapis. Merci encore Nicolas Klein. Merci Raphaël Aima, Nicolas Klein. Je rappelle que vous êtes auteur de ce livre Rupture de banc, l'Espagne face à la crise aux éditions Perspectives Libre et qu'il y a un nouveau numéro de Conflit qui vient de sortir sur ce sujet espagnol justement. Raphaël Aima, vous êtes militant patriote dans l'organisation Tenesun. Merci à vous deux.